Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo book haul. Sachez qu'il y a 2 jours, je me suis réveillée en me disant j'ai aucun livre à présenter en fait, je vais aller acheter des livres. Bon, est-ce que c'était pour moi le moyen d'aller acheter des livres? Oui, mais je me suis dit, bah si je présente 3 petits livres en book haul, bah on est un petit peu dans la cata, et surtout bah c'est que je vois mes livres descendre progressivement, et j'ai des livres que je vais laisser dans ma palle parce qu'il y a des choses que j'ai un peu envie de lire en hiver, par exemple la chanson d'Arbonne, j'ai peut-être une lecture de commune à faire, le Davoust par exemple, j'aimerais bien le lire aussi en hiver parce que j'aime bien lire des grosses sagas bien épaisses sa mère en hiver. Donc voilà, et je me suis dit j'ai envie de légèreté, et j'en ai besoin en ce moment parce que avec les corrections, j'apprécie difficilement mes lectures, mais on fait avec, et aujourd'hui je vais vous présenter donc en book haul mes petites réceptions que j'ai reçues avec des très très belles choses. Oh, il y a un livre, il est magnifique les gars, et ensuite je vous présente mes petits achats. On va commencer avec les réceptions. La première, je l'ai déjà terminée, donc je vous en parlerai un petit peu prochainement en update lecture. Il s'agit donc Un écho du futur donc de James Islington. Donc c'est le tome 2 de la trilogie de Licanus qui est publiée chez Léa, qui est une trilogie qui a bien fonctionné à l'étranger. C'est une saga de fantasy qui est un petit peu particulière parce que à mon sens c'est de la fantasy adulte dans la complexité de l'histoire, voilà, dans ce qui se passe, c'est des choses assez violentes, mais qui reprend beaucoup de clichés de young adulte. Alors surtout dans le tome 1. Dans le tome 2 c'est un petit peu moins présent, mais dans le tome 1 ça reprend vraiment des tropes de la young adulte. Alors c'est assez décalé et c'est assez intéressant. Et on suit donc l'histoire de personnages qui sont dans un monde un petit peu complexe. On a eu auparavant les augures, qui étaient des êtres doués d'un certain don magique, qui ont été chassés, voilà, d'une certaine manière à cause de certains événements que je vous laisserai découvrir. On a aussi des talentés, ce sont des personnes en fait qui ont des dons, sauf qu'elles sont mises en exergue par la société. Selon les pays où tu te situes, ça va du paria à on les met dans des académies, on leur fait passer des tests et ils sont un petit peu contrôlés pour ça. On va suivre le personnage de Davian, qui un jour avec un de ses amis vont un peu fuir l'école où il se trouve des talentés. Davian, ça devient presque une nécessité pour lui parce qu'en fait plus il avance, plus il se rend compte que il sera pas prêt pour le test, qu'il n'arrive pas à faire le test, et pour lui c'est une condamnation qui risque de lui coûter la vie d'une certaine manière. Et un jour, alors qu'ils sont en train de faire quelque chose, il y a un mec qui lui propose une boîte un petit peu particulière, et voilà, qui va le conduire à maintes, on va dire, explorations et voyages. Il part avec Weir, qui est un de ses amis, et quand en fait eux ils quittent l'académie, le soir même il y a un massacre qui est perpétué, qui donc tue tous les jeunes à l'exception d'une jeune fille qui s'appelle Asha, qui va survivre, mais pour survivre elle va être transformée en une créature un petit peu dans ce texte. Et on va suivre, on va dire, ces 3 personnages là dans le texte, avec un autre personnage qui s'appelle Kadean, qui lui a été rencontré par Will et Davian en fait quand ils étaient en train de voyager, qui était prisonnier, et on va apprendre son passé. Je vous parle de Kadean parce que c'est un personnage qui est essentiel dans celui-ci, on va avoir énormément de choses sur son passé. C'est vraiment, pour le coup, un tome 2. Mais je vous laisserai découvrir ça en update lecture plus précisément. Ensuite, Léa m'a envoyé un autre tome. Alors ça, c'est un peu le messie pour certains lecteurs, donc je vous le présente. J'en suis encore loin d'arriver à ce tome-ci, même si j'ai entamé le tome 3. Actuellement, je l'ai entamé hier soir, et je suis dedans. Je suis pour l'instant très conquise du tome 3. Moi qui n'avais pas forcément été emballée, notamment par les 2 premiers tomes, parce que je trouvais qu'ils avaient des défauts assez différents les uns des autres. Je vous présente donc Le livre des martyrs, La poussière des rêves. Alors, vous allez vous dire quelle bricasse, le tome 3 est encore plus gros. Mais voilà, on est sur un livre qui est très demandé par le lectorat, que la couverture est très très mystérieuse. Alors ça rend peut-être pas hommage à la caméra, mais il y en a qui étaient beaucoup plus impressionnantes. Je ne veux pas lire la 4e parce que même si ça se passe souvent dans des endroits assez différents et tout, il peut y avoir des liens, donc j'ai pas envie de me spoiler. Sachez qu'il est sorti, et une belle dédicace de Erickson, donc ça m'en fait 2, une sur carte et une sur mon tome 3. Tome 3 là, le début je suis relancée dedans, donc j'espère avancer rapidement, histoire d'atteindre ce tome 9 sous de bonnes augures prochainement, mais j'ai vraiment hâte. J'ai honte de vous le présenter parce qu'il est dans un état, je ne l'ai pas reçu dans cet état là, le livre est défoncé comme rarement j'ai défoncé
commencer un livre, et c'est totalement de ma faute, je m'excuse auprès de Brajlon de vous présenter un livre dans cet état-là, mais il a fait un voyage en voiture tumultueux, et le fait que le livre est tellement gros que le livre s'est brisé, au sens du terme. Donc je vous présente le tome 13 de La Roue du Temps. Alors je l'ai lu, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est dans cet état-là, donc voilà, il a été un peu, mais je voudrais vous montrer l'intérieur. Voilà, il est brisé, en fait le dos n'est même plus collé, les pages se décollent. Ça arrive par exemple quand j'ai un de mes exemplaires d'exposition des 3 normes ça lui est arrivé parce qu'avec la chaleur ça peut décoller les tranches. Sauf que là non, c'est que en fait dans la voiture il s'est retrouvé projeté. Donc très chiant à lire dans le sens que le livre était cassé, donc déjà qu'il est très lourd, ça a été complètement difficile à lire, mais on est donc sur l'avant-dernier tome de La Roue du Temps. Le dernier tome je crois sort cette année de Robert Jordan, mais surtout écrit par Sanderson ici, où on va plus dans l'affaire, l'ultime bataille débute, les gars, enfin. Vous imaginez pas le bonheur que c'est de se dire que je n'ai plus qu'un tome à lire. je suis dans un bonheur, faut dire que les deux de Sanderson se sont lus assez facilement, beaucoup plus rapide en termes d'intrigue. Sanderson essaye de finir les intrigues de Jordan lancées depuis je sais pas combien de tomes. Si La Roue du Temps avait eu un rythme aussi effréné depuis le début, ça aurait été sûrement une série que j'aurais beaucoup plus appréciée, mais dans celui-ci, ça réserve beaucoup de surprises. Je vais vous en parler en update lecture prochainement, et vous ferai une vidéo complète sur La Roue du Temps quand j'aurai terminé le dernier tome 14, sorti en français, mais le Sandy, il a fait du bon travail. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Il a fait du bon travail, et en soi, ne vous présumez pas de la qualité de l'ouvrage, on va dire de l'aspect physique. Là, c'est simplement que c'est moi qui ai fait du catch avec le livre, donc à un moment, faut pas pleurer quand on maltraite ses bouquins. Des fois, ils arrivent dans cet état-là. Et alors là, celui-ci sort le 15 août. Alors sachez que j'ai fait une bourde. Alors c'est pas ma faute, si c'est ma faute, mais j'ai eu l'habitude depuis que je travaille avec Brajlon, je crois que ça fait 5 ans que je suis en partenariat non rémunéré avec Brajlon, donc ça commence à remonter, d'avoir les sorties de livres à leur sortie, quand Brajlon était encore un éditeur indépendant, ou même 15 jours après la sortie officielle. Ce qui faisait que c'était assez compliqué en termes, on va dire, de chronique, parce qu'il fallait que tu chroniques les livres super vite, il fallait lire super vite, les chroniquer. Bon, c'était un peu la galère, mais depuis que ça a été absorbé par Hachette, on reçoit les livres beaucoup plus tôt, et du moins celui-ci je l'ai reçu très très tôt, et là en fait ce livre-là je l'ai reçu presque 3 semaines, un mois en avance, et donc je l'ai présenté en revérifiant pas que la date était sortie, et en fait il y a pas mal, alors il y a des gens très sympathiques qui m'ont dit je le trouve pas tout, alors je me suis dit oui c'est ma faute, il sort que le 15 août, donc voilà, je vous le dis, et j'ai eu une insulte ou deux en mode quel con, t'aurais pu quand même vérifier avant. Donc j'étais en mode cette communauté du Seigneur des Anneaux est tellement une communauté bienveillante. C'est comme Erickson, ce sont des gens parfaits. Donc je vais vous présenter. Alors il est très gros, est-ce qu'il va rentrer dans le cadre? Je ne pense pas. L'Atlas, Freya a bavé, alors parce qu'il est par terre dans ma chambre, vous voyez ça? Ça, c'est une trace de griffe de Freya, on adore. Donc, l'Atlas de la Terre du Milieu, chez Brajlon, de Karen Wynne Fonstad. Alors, il faut savoir, c'est une réédition. Ce texte existait déjà, Karen est une spécialiste, on va dire, de la cartographie, et c'est une édition refaite et surtout complétée. Alors, comment vous dire que ce livre... Voilà. Bon, on va pas voir ma tête, je vais vous les présenter comme ça. Je vous présente que mon marque-page. Bon, voilà. On est sur, en fait, une page, une carte, presque. On est sur toutes les cartes que tu aurais pu imaginer autour du Seigneur des Anneaux. Elles sont là-dedans. Attendez, j'essaye de rattraper le marque-page avec mes pieds. Attention. Bac moins de cirque, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, Astrolabe, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder. Très beau projet de librairie coopérative, soit dit en passant. On est sur un texte donc qui va vraiment être un travail sur la cartographie autour de Tolkien. Ça va être donc les 3 âges les plus importants de l'univers de la Terre du Milieu, mais aussi les cartographies autour du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Je l'ai pas encore terminé, je viens de le commencer tout doucement. C'est pas un livre que tu lis à la suite. Voilà, comme ça, je suis extrêmement bluffée par le travail. Ça demande un travail, je n'imagine même pas la quantité
de travail que ça a demandé. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils expliquent. Bon, déjà, ça a été recorrigé et redéveloppé parce qu'il y a des textes de Tolkien qui ont été édités entre les premières publications et cette édition-ci. Et il y a des choses alors malheureusement, qui vont dire le contraire parfois de ce qui a été dit auparavant. Faut savoir que Tolkien, il a écrit avec beaucoup de brouillons. Voilà, ça a été beaucoup de travail même de Christopher, son fils, qui n'est malheureusement plus parmi nous, de remettre ça sous forme de livre. C'est un véritable casse-tête éditorial. Et donc, avec un univers aussi énorme, il peut arriver que parfois, on se retrouve avec des choses qui sont un petit peu, contraires. On est sur une précision des cartes qui est quand même à l'échelle, avec en fait, elle expliquait qu'elle avait lu et relu tous les textes, noter tous les endroits, les positionnements, faire des déductions en fonction. C'est un travail monstre. C'est un travail qui te donne mal à la tête rien que d'y penser. Dire que moi je suis une grande fan des cartes. J'adore les cartes. Je trouve ça extrêmement esthétique. J'en ai plusieurs accrochées chez moi. Quand elles seront mises en tableau, j'aimerais bien vous les filmer parce que ce sont des cartes de fantasy. J'ai celle de la roue du temps que je n'ai pas accroché et sincèrement je ne sais pas si je l'accrocherai parce que je suis pas une super grande fan de la série, mais j'ai celle du Witcher, j'ai celle du Seigneur des Anneaux, j'ai une carte qui a été faite par un fan de Tolkien qui est un mec qui vit dans la forêt, tout bon, en Bretagne, mais voilà. Des cartes aussi que Christian Bourgois m'a envoyé sur le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, et pour moi j'adore ça. Là, on est sur l'ouvrage typiquement pour les fans, sur la fanbase. Le beau livre qui ne rentre absolument pas dans ta bibliothèque. Je vais devoir les mettre au-dessus avec les Witcher. Voilà, et j'ai plus de place avec les Witcher parce que et je commence à en avoir pas mal. Mais on est sur des formats titanesques. Le livre est à 50€. C'est un livre qui coûte assez cher. Bon, déjà, il y a les prix du papier en ce moment, que j'ai pas besoin de vous revenir dessus, mais surtout, vu la quantité de cartes, le travail qu'il y a derrière, c'est considéré comme un beau livre, un objet d'art. Voilà. Ce qui fait que les beaux livres, c'est pas le prix d'un grand format à 25 balles. Voilà, il faut le dire parce que des fois j'ai eu des commentaires de certaines personnes disant oh, c'est super cher et tout. En fait, vu ce que coûte le livre, le travail derrière, là il y a les achats de droits et tout, c'est un magnifique livre, hein, comme je vous dis, même à l'intérieur, c'est vraiment une pépite. Donc adressé aux fans, je vous en parlerai plus longuement prochainement, mais voilà, on n'en a pas 36 000 des livres sur ce sujet aussi beau autour du Seigneur des Anneaux, et vraiment si vous êtes fan de géographie, de cartographie, si vous avez envie de voir, alors j'y suis pas encore arrivée, mais a priori il y a vraiment des cartes qui indiquent aussi le chemin des personnages qu'ils prennent, voilà, tout ça. On a par exemple, je suis arrivée on va dire aux périodes du Silmarillion, où les elfes sont en train de débarquer sur la Terre du Milieu et tout, et on a les chemins en fait des différents groupes d'elfes qui sont tracés sur où ils vont et tout ça. C'est passionnant, voilà, c'est passionnant, mais il faut aimer quoi. Le novice qui n'a jamais lu Le Seigneur des Anneaux, peut-être qu'il en a rien à faire. Après le fan, voilà, et quand on est fan, ça ne compte pas, voilà, mais ça fait partie des must-have, peut-être, je vous le dirai en update lecture, à avoir dans sa bibliothèque, mais pour l'instant ça me plaît beaucoup. Ensuite, on va passer aux petits achats de ma besace. Je suis allée dans une seule librairie, une librairie qui se situe à côté de Rouen, dans un village. Alors c'est pas du tout un village, c'est une ville qui s'appelle Méniénard. Méniénard qui a une librairie qui s'appelle le Lapin Blanc, qui existe depuis, on va dire, avant le Covid, juste avant le Covid, je crois qu'elle s'est créée. C'est une librairie, je trouvais que l'achalandage, si je peux me permettre, du moins la mise en disposition des bouquins, le choix était pas ouf. Alors ils avaient un tout petit rayon d'imaginaire déjà d'une, mais une sélection plutôt correcte, et là j'y suis retournée parce que j'avais besoin d'aller à la librairie, c'est ce qu'il y avait de plus proche là où j'étais au ce moment là, et j'ai été très surprise déjà de la sélection des livres. Alors il y avait Lettre à Helga que je vous ai présenté chez Zulma qui était en coup de cœur. Déjà je me suis dit ces gens ont du goût, ça fait plaisir. Mais j'ai trouvé que le catalogue s'était beaucoup plus enrichi, la librairie proposait des titres pertinents, même en imaginaire, le rayon a beaucoup grandi. Même si j'ai pas forcément acheté de l'imaginaire, j'ai acheté des choses que j'avais envie de lire. Le premier c'est mon plaisir coupable, c'est surtout le seul livre que j'ai été capable de lire la fin de semaine dernière parce que j'avais le cerveau qui était tellement en train de se déconnecter à cause des corrections genre j'étais en zombie, voilà si on peut le dire. Je regardais Virgin River et j'étais en mode j'ai du mal à comprendre l'histoire, donc vraiment j'étais fatiguée mentalement comme rarement, et j'ai donc pris et lu, bon ça vaut pas du tout le coup, autant j'avais bien aimé le tome 1 et 2,
Là, c'était un peu chiant. Les chroniques de Rokesby, donc de Julia Quinn, qui est la préquelle de Bridgerton, où on suit donc la famille Rokesby, qui est la voisine de la famille Bridgerton, on va dire, je sais pas quand c'est, dans les années 1800 et des bananes, c'est pendant les guerres américaines. Donc on est dans ce délire-là. On va suivre donc une famille où il y a pas mal de fils plutôt que des filles. Là, le problème, c'est que ne lisez pas la 4e de couverture, sachez que le tome 3, la 4e, spoil la fin du bouquin. Ils sont très forts. On a déjà une aventure d'Andrew qui est une sorte de pirate et de Matthew. Comment il s'appelle l'autre? J'ai déjà oublié comment tu t'appelles. Ça me montre comment j'ai été très marquée par le texte. Et Nicolas qui veut devenir médecin. Voilà. Bon, ça n'a pas été une réussite, on en parlera un petit peu plus, mais pour les fans de romance, sachez que franchement, même le traitement en fait est super léger autour des thématiques. On s'attendrait quand même plus de travail sur la marine et sur la piraterie par exemple, ça aurait été intéressant. Et même sur le côté médical, c'est vraiment bâclé. Mais même les histoires d'amour en fait, elles sont vues et revues. Je pense que ça a signé la fin de moi avec Julia Quinn. Je vais essayer de trouver d'autres séries historiques qui me prennent pas la tête. Voilà, je pense que je vais essayer. Si vous avez à me conseiller, n'hésitez pas. Des choses un peu à la Bridgerton, mais en mieux. Voilà, plutôt moins de romance et plus d'historique, ça me plairait plus. Sans avoir un truc compliqué à lire, historique, parce que mon cerveau n'a pas la disponibilité pour ça en ce moment. Malheureusement, je lui souhaiterais, mais il peut pas. Voilà, il est fatigué, il en peut plus. Et puis il est pas prêt de s'arrêter. Ça le pire. Et ensuite, alors là, je vais vous présenter peut-être les essais en dernier. J'ai acheté 2 petits essais et je vais vous présenter 2 bouquins. Le premier, alors celui-ci, c'est parce qu'ils avaient la collection. Et en fait, je voulais les acheter quand ils étaient sortis, mais dans les librairies où j'allais, les toutes petites librairies, voilà, à côté de chez moi actuellement, il faut que je fasse plus d'une demi-heure de route pour aller à la première librairie. Et vu le choix, en fait, j'y vais pas parce qu'il y a absolument jamais rien. Et donc, je me suis pris à ce qu'elle avait la collection entière. J'ai tenté avec le premier tome. Je sais qu'elle en a, voilà, donc je me refournirai si je retourne dans le coin, c'est un coin où je vais assez souvent, donc il n'y a pas de problème. Donc il s'agit de Anne and the Green Gables, Anne aux pignons verts, si on fait la traduction française, de Lucy Maud Montgomery, qui est donc un texte qui est très connu de la littérature canadienne, et surtout c'est un texte qui date de 1908, un truc comme ça, je sais plus, c'est début du 20e, je pense que ça doit être marqué. Première traduction était en 1925. Voilà, mes grands-parents étaient pas nés, voilà, pour tout vous dire. Ce qui fait que j'avais vraiment envie de le découvrir. J'ai découvert cette histoire comme bien de gens de ma génération avec la série Netflix Anne with the E, qui est une très très bonne série. J'ai beaucoup aimé le fait que Anne est un personnage hypersensible. C'est l'histoire de la jeune Anne qui va être adoptée par un couple qui vit en fait dans un endroit qui s'appelle les Pignons Verts. Et Anne, je ne sais pas si ça va être comme ça dans le livre, mais dans la série c'est un personnage hypersensible qui est rousse et qui va se retrouver un petit peu brimé par ses camarades. Et on va suivre sa vie de sa prime jeunesse à l'âge adulte. Voilà, il y a 6 ou 8 tomes, je crois que c'est 6 tomes. J'aime beaucoup le travail éditorial, c'est pour ça que j'ai craqué. Je trouve que les couvertures sont extrêmement belles, Toussaint l'ouverture fait vraiment du très très beau travail éditorialement parlant, vraiment c'est, voilà, tout est bien pensé, chapeau l'artiste, hein, comme on peut dire. Ce type d'impression, c'est le genre d'impression qu'on avait en fait un petit peu à l'époque, voilà, qu'on pouvait retrouver. Moi j'ai mes grands-parents, ou même on retrouve en fait ce genre d'édition qui était faite en dur, voilà, j'ai des vieilles éditions aussi comme ça que j'avais dans ma bibliothèque, et je trouve que là ils ont réussi à moderniser, voilà, la couverture tout en faisant un truc qui est concret avec l'époque dans laquelle c'est écrite, et j'ai vraiment vraiment envie de le lire. Je vais le lire en parallèle d'Erikson, voilà, histoire de me détendre un petit peu entre 2 massacres, mais ça, j'ai déjà commencé. Je sais pas si c'est, voilà, fidèle au texte original, mais le style est très très bon, c'est très bien écrit, c'est riche, il y a du vocabulaire, on sent que c'est écrit début 20e et que c'est pas écrit aujourd'hui, hein. Voilà, on est sur un vocabulaire qui est très très beau, très très riche, et on va voir ce que ça donne. C'est le craquage parce que j'étais en train de regarder et je me suis dit, le Lapin Blanc, en fait, ils ont une très très belle sélection de livres jeunesse, de BD et de young adultes, parce qu'ils travaillent avec les collèges et lycées du secteur. Et là, je vois ça et je me dis, ça fait des années que t'as envie de tester.
essaye. En fait, je suis surprise par le prix en fait de ça, donc c'est pour ça que je l'ai pris, alors que j'aurais dû continuer Berserk. Et je me tape les doigts dessus. Donc on va continuer Berserk, voilà, il va falloir tourner la page et se dire que je suis encore un peu en deuil. J'ai une relation assez particulière à Berserk et j'ai un peu du mal à me relancer dedans parce que ça me chagrine énormément. Voilà, je suis très triste à chaque fois que j'en essaye d'en relire un. Et donc je vais tenter le chef-d'œuvre du manga dont je n'ai jamais vu l'adaptation. Je sais un tout petit peu de quoi ça parle, mais je suis un peu une novice et tapez-moi sur les doigts parce que c'est pas bien, parce que c'est le chef-d'œuvre on va dire de très très connu. Je me suis pris Akira, donc dans ces très très belles éditions grand format chez Glénat, qui sont à 15 €, 14,95 €. Quand tu vois qu'un prix de manga, alors c'est peut-être parce que j'achète chez des éditeurs de manga qui sont un peu plus chers, mais quand tu vois que c'est maintenant autour de 8-9 € et que, désolé de vous l'apprendre les gars, mais les mangas, je sais pas si ça a augmenté, mais c'est prévu que ça augmente avec le prix d'impression du papier en ce moment, ce qui fait que pour 15 € un très très beau format, ça m'a donné envie, surtout que Akira, j'ai toujours cru que c'était du steampunk ou du cyberpunk pour le coup. Ils disent que c'est de la science-fiction. Ce qui me fait rire, c'est que la jaquette, elle est en anglais et de l'autre côté, elle est en japonais. Alors sur le coup, j'ai pas ouvert le bouquin, quoi, parce que Akira, je me suis fiée en mode, c'est Akira, tu vois, je vais le tester. Je me suis dit, merde, j'espère que c'est pas une version japonaise. Mais non. Akira, alors c'est des dessins qui remontent à quelques années. Je suis pas hyper fan des dessins old school. Vraiment, les vieux mangas. Comme j'avais débuté Rainbow, qu'il faut que je continue, parce que c'est vraiment très très bon. C'est parce que l'histoire est tellement forte et tellement bonne que t'as envie de suivre. Mais pour l'avoir feuilleté, en fait, je trouve que les dessins pour l'époque sont très très beaux. Je sais pas, il y a une expression dans les personnages et dans les dans les mouvements très réussi. Ça m'a marqué quand je l'ai feuilleté. Je me suis dit, il y a un vrai truc dans le dessin qui n'est pas moche, quoi. Pour tout vous dire, c'est assez daté au niveau du style et tout ça par rapport à ce qui est fait maintenant. En termes de maintenant, c'est peut-être un peu plus réaliste, ou quand on a quand même une patte un petit peu plus différente. Là, il en reste que ça rend super bien. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ça fait partie des grands chefs-d'œuvre, on va dire, des mangas. Et ça va sûrement me redonner j'espère que ça va me donner envie de continuer, parce que les éditions sont très très belles. Et je trouve que c'est une super idée en fait qu'ils aient fait alors des collections de collector. C'est une idée qui est très bien pensée, dans le sens que ça fait vendre. Ça fait vendre, voilà, et surtout tu les vends plus cher, et surtout ça a une grosse popularité en France, de ce que j'ai pu comprendre chez les libraires avec qui je parle. Il y a eu pas mal, il y a l'Attaque des Titans qui a eu ça, il y a des éditions qui sont collector de certains mangas. On voit qu'il y a une demande parce que le public manga est un public qui dépense beaucoup d'argent dans les mangas, et qui a un public de fans. C'est un public qui est capable de dépenser une centaine d'euros pour une statuette. Voilà, c'est un public qui dépense son argent, et ce qui fait que les éditeurs se sont dit, on va pas passer à côté de ça. Et je trouve que le format rend un très très bel hommage. En fait, on voit vraiment mieux les planches et tout. Ensuite, on passe aux deux petits essais. Un petit essai qui est en lien, on va dire, avec l'imaginaire, ou du moins le fantastique, et un essai d'une autrice dont j'ai lu déjà plusieurs ouvrages, et ça va être un peu, je crois, le dernier qu'elle a écrit de plus connu. Donc, je vous présente un auteur que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Je vous parle de William Blanc, donc Super-héros, une histoire politique. Alors, je me suis pris ce livre-ci parce qu'il en parlait en fait en note de bas de page dans ses précédents romans, notamment les essais sur Game of Thrones et la politique, et surtout l'essai sur la légende arthurienne, le mythe arthurien. Et donc Super-héros, une histoire politique, je crois que c'est son essai le plus célèbre, que je ne sais plus où j'ai lu, mais j'ai lu un extrait de William Blanc qui parlait du rôle politique des super-héros, on va dire l'instrumentalisation politique de Batman notamment, vis-à-vis de la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre froide, et j'ai vraiment envie de le lire. William Blanc, l'avantage c'est que ça se lit très très bien. Moi j'aime bien les super-héros, hein, comme je vous le dis, je lis parfois des comics, et j'ai baigné là-dedans. Je fais partie de la génération de Justice League qui passait le dessin animé sur Canal J à l'époque, je crois. Bref, sur une chaîne du câble que j'adorais. Et voilà, il y a un chapitre sur Black Panther et l'afrofuturisme. C'est une question qui m'intéresse de plus en plus. Je suis même tentée de m'acheter, on va dire, l'essai qui a été fait via les Imaginales l'année dernière. Donc voilà, je vais voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va être très intéressant, parce que je vous dis ça, mais en fait c'est parce que je parle de William Blanc dans mon mémoire de Seigneur des Anneaux. Mais je l'ai lu
quelque part, je ne sais plus où, j'ai dû le lire dans un livre voilà, de recherche, mais sur l'instrumentalisation des couvertures. Voilà, parce qu'à un moment je parle du biais, comment les couvertures ont été instrumentalisées vis-à-vis de la guerre froide. Voilà, c'est pour ça. Donc voilà, et enfin, je vous présente un peu le texte que moi je l'ai vu, j'ai dit bon, on va y aller, hein, parce que cette autrice, comme je vous dis, je suis pas toujours d'accord avec elle, mais je trouve ça toujours intéressant d'avoir un point de vue sur cette question-là. Ils sont pas 36 000 à écrire sur ce sujet-là. J'ai pris donc Réinventer l'amour de Mona Chollet, j'ai lu Sorcière et j'ai lu Beauté fatale. Beauté fatale, si on peut les classer, elle est vénère. Voilà, Beauté fatale, c'est un peu le texte où elle est la plus vénère. Sorcière, elle est un peu plus calme, voilà, de la façon dont c'est dit. Et Réinventer l'amour, il paraît que c'est là où elle est un peu le plus soft dans la manière de s'exprimer. J'avais envie de le lire parce que, pour tout vous dire, j'ai ma cousine qui l'a lu. Et qui en était assez satisfaite notamment, et a priori je pense que c'est un texte qui est bien à faire lire notamment à des personnes qui sont assez peu, on va dire, sensibilisées à la question du féminisme. Je vous en parlerai un petit peu, mais c'est comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. Donc voilà, j'ai qu'une espérance, c'est que on parle aussi du biais des hommes, hein, parce que Mona Chollet a tendance vraiment à se fixer sur le patriarcat et sur les femmes et le féminisme et tout ça, et à pas forcément parler du côté masculin de la force, voilà, si je peux me dire comme ça. Mais voilà, parce que là c'est plutôt les relations, donc je me dis que ça peut être des deux sens. C'est ça que j'ai envie de trouver dans le texte, j'espère que je le trouverai. C'est toujours très intéressant, c'est toujours fouillé, j'ai pas du tout de doute, et j'aime beaucoup la mise en page. Alors c'est une charte graphique qui est très spéciale, hein, très essai, très marqué, voilà, avec l'ISB, bah, tout est marqué comme ça, mais je trouve qu'il y a vraiment du très très beau travail. Le label Zone que j'ai envie de découvrir un peu plus, hein. J'ai vu qu'il y avait d'autres textes, donc voilà, un jour ou l'autre je me tournerai vers cette collection, mais voilà, j'étais obligée de le lire. C'est un peu maintenant devenu, pas un classique, mais c'est à mon sens devenu un peu un classique français du travail autour des relations, on va dire, hommes-femmes, et notamment des questions de genre et tout ça. Donc ça va être intéressant de découvrir ça, et on verra ce que ça donne. Et sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous êtes acheté. Je suis toujours extrêmement curieuse de vos petits achats, parce que parfois je prends note, et il y a des choses qui me donnent envie, et parfois vous achetez des trucs et je me dis ça me fait envie, je vais le lire, je vais l'acheter aussi. Sachez qu'en ce moment je viens de finir Anne and the Green Gables entre hier que j'ai filmé et aujourd'hui, qui est très très sympa. Voilà, je vais continuer la suite. Et je suis en plein tome 3 du livre des martyrs, donc on est dans une ambiance tout à fait différente. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.